Mise en examen de l'adolescent qui a attaqué à la machette un enseignant juif à Marseille. Le débat sur la kippa suscité par cette agression gagne la sphère politique. Pour François Hollande, il est insupportable que des citoyens français estiment nécessaire de se cacher. La gestion rapide de l'incident témoigne du réchauffement des relations entre les États-Unis et l'Iran. Téhéran a relâché les 10 marins américains arrêtés hier dans le Golfe. Et plus de 70 ans après la Shoah, Mein Kampf redevient un succès de librairie, tombé dans le domaine public depuis plus de 2 semaines. Le livre qui suscite la polémique est déjà épuisé en Allemagne. Bonsoir, bienvenue à la une de l'actualité ce soir. Ce bilan qui s'alourdit après l'avalanche en Isère qui a emporté un groupe de collégiens. On parle désormais de 3 morts, 2 élèves et un Ukrainien qui était extérieur au groupe. 2 autres personnes sont grièvement blessées. Les recherches se poursuivent alors qu'il est sur place pour retrouver d'éventuels disparus. Mais l'épaisseur de la coulée est très importante, ce qui ne facilite pas le travail sur place. On en reparle tout au long de cette édition. Plus d'infos à venir. Il devrait passer la nuit derrière les barreaux. L'agresseur antisémite de Marseille a été mis en examen par des juges antiterroristes. Le parquet a requis sa détention provisoire. On fait le point avec Joseph Emmanuel. Il a déclaré aux enquêteurs avoir honte de ne pas avoir réussi à tuer l'enseignant qu'il a agressé à la machette. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire. L'agresseur est mis en examen pour tentative d'assassinat terroriste. Il est actuellement placé en détention provisoire. L'adolescent terroriste était jusqu'alors inconnu des services de renseignement. C'est par Internet qu'il se serait radicalisé. Il a dit à ses enquêteurs s'intéresser aux tests djihadistes depuis plus d'1 an. Seulement quelques blessures au dos et aux mains. Le jeune enseignant sait qu'il a échappé au pire. Une lame de 50 cm de long, c'était une agression pour tuer. La victime se remet doucement. C'est grâce à Dany que les policiers ont pu interpeller l'agresseur. Je me trouvais de la station-service juste en face avec mon scooter. J'allais partir. Quand j'ai entendu donc les cris donc, de M. Amselem, je suis son nom après. Et j'entendais « Pourquoi vous faites ça? Vous allez me tuer ». Bon, quand j'ai vu l'agresseur avec des grands coups de machette, j'ai vite compris de quoi il s'agissait. Donc, en un instant, on ne réfléchit pas trop. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc, j'ai traversé la route quand la voiture m'a permis de passer. Et au moment quand je suis arrivé, donc l'agresseur avait perdu sa machette. Et M. Amselem était par terre. Il s'est relevé, il a montré, il a dit « Rabbi, il m'a attaqué avec ça. C'est parce que je suis juif, parce que j'avais la kippa. » Cette attaque est la 3e attaque antisémite en quelques mois dans la ville de Marseille. Et on vient de l'apprendre, le mineur mis en examen, l'agresseur antisémite a été placé en détention provisoire. Il va passer la nuit derrière les barreaux. Et dans ce contexte, le débat sur le port de la kippa continue de diviser la communauté juive. Réponse pragmatique pour les uns, pas question de plier face aux terroristes pour les autres. La classe politique s'en mêle. Léa Berdugo. Une manière de préserver les vies humaines, c'est par ces mots que le président du consistoire israélite de Marseille justifie son appel. Je conseille aux membres de la communauté juive de Marseille, localement, de ne pas porter la kippa dans la rue le temps que les choses s'apaisent. Et très vite après cette annonce, vague de réactions. Joël Mergui, le président du consistoire israélite de Paris, lance l'opération Touche pas à ma kippa. Le président du CRIF, Roger Kuckerman, qualifie lui cette proposition de défaitiste. Il ne doit pas y avoir de couvre-feu sur les couvre-chefs. C'est le message envoyé par les responsables communautaires. Du côté des instances religieuses, pas question non plus de céder à la pression. Maintenant, si on commençait à accepter cette logique de dire eh bien, on ne va pas porter la kippa, il n'y a plus de fin. Est-ce qu'il faudra aussi que les rabbins se rasent la barbe? Qu'est-ce qu'on fera ensuite? Donc, je crois important de défendre cette idée parce qu'en le faisant, on défend la France, on défend la laïcité, le modèle laïque de la France. Il n'y a aucune polémique, n'y voyez aucune polémique, il y a simplement une prise de position, un cri d'alerte
du président du consistoire de Marseille. Les réactions politiques se sont elles aussi enchaînées. La garde des Sceaux réaffirme le droit des Juifs à porter la kippa. Cette république laïque, elle reconnaît la liberté de conscience, elle reconnaît aussi la liberté de croyance et la République garantit l'exercice des cultes. Donc ça, le gouvernement y veillera. Chacun a le droit d'avoir ses croyances. Une enquête a été ouverte contre un adolescent âgé de 15 ans pour tentative d'assassinat aggravé en raison d'une appartenance religieuse. Le parquet antiterroriste de Paris a lui été saisi. On vient de le voir, la classe politique s'est emparée du débat engagé dans la communauté juive sur le port de la kippa. Le geste est symbolique, il est inédit. Les députés Claude Goasguen et Meyer Habib sont venus aujourd'hui à l'Assemblée coiffés d'une kippa. Un geste de solidarité envers l'enseignant juif agressé à Marseille. Claude Goasguen a réagi sur notre antenne. On voit bien que se développe un antisémitisme en France qui est aggravé par, en France, une politique laïciste qui met les religions en grave difficulté. Et je pense à, évidemment, la couverture de Charlie Hebdo, où on mélangeait en réalité toutes les religions, comme si c'était les religions qui étaient responsables de ce qui se passe, et notamment de l'antisémitisme ou du racisme. Moi, je n'ai jamais considéré que les religions étaient des foyers de racisme. Et donc, j'ai décidé d'aller montrer que si, moi qui suis chrétien, qui ne suis pas juif, qu'il fallait que la France réagisse, que la France n'était pas un pays totalitaire, que la France n'était pas un pays anti-religieux, et que moi, chrétien, je devais montrer ma solidarité à l'égard de la communauté juive et de celle de Marseille, dont je comprends les craintes, en disant tous les Français devraient porter la kippa demain, et j'espère qu'à Marseille, peut-être lors du match de l'Olympique de Marseille, il y aura des Français, musulmans, chrétiens, juifs, qui mettront leur kippa parce que c'est un honneur, c'est l'honneur de la France. Mais il ne faut pas céder la crainte. Et le rôle finalement des politiques comme moi, ou comme Meyer Habib, c'est d'aller dire ne soyez pas craintifs, on est là, on soutient la République, c'est pas ce que vous croyez. La République, elle se battra, même si elle n'a pas fait ce qu'il fallait faire, toujours dans l'essentiel contre l'antisémitisme, et qu'on se réveille tardivement, et qu'on a laissé trop de marge à l'antisémitisme, ou l'anti-musulman, ou l'anti-chrétien. En réalité, ce sont tous les cultes qui sont touchés. Eh bien, la République, c'est pas ça. Nous, on est là. Nous, on est là dans le cercle même, dans le centre de la République, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, pour vous dire, chrétiens, juifs ou musulmans, on se battra pour que la tolérance soit respectée et qu'il n'y ait plus d'agression de ce style. Et ce débat sur le port de la kippa a dépassé les frontières de la France en Israël. On a également réagi, notamment au sein de la communauté francophone. Maxime Pérez est parti à leur rencontre. Et je vous rappelle que vous êtes sur le www.radiofuté et la radio francophone d'Israël et son animateur vedette, Charles Ben-Guigui. Israël, 24 heures sur 24. Une fréquence généraliste où l'on traite des sujets d'actualité, y compris en France. Forcément, les récents événements à Marseille font réagir les auditeurs. Les auditeurs, franchement, sont inquiets aujourd'hui. J'ai l'impression que la vapeur s'est renversée. On était inquiets pour les francophones vivant ici en Israël. Aujourd'hui, c'est nous, depuis Israël, nous francophones, juifs habitant en Israël, qui sommes inquiets pour nos familles qui se trouvent en France. À Netanya, le sujet est également sur toutes les lèvres. Pas uniquement chez ceux qui portent la kippa. Dans cette ville située au nord de Tel Aviv, où le français fait office de langue officielle, les gens ne cachent pas leur incompréhension, mais aussi une certaine colère. Je ne trouve pas ça très normal, parce qu'on a une identité, il faut la garder, avant tout. Donc si on doit porter une kippa, c'est comme si on disait aujourd'hui, c'est comme si vous disiez aux musulmans d'enlever leur voile, ou aux chrétiens d'enlever leur croix, ou ainsi de suite. Nous, c'est notre identité, la kippa, je ne vois pas pourquoi on l'enlèverait. Critique des instances communautaires et appel au gouvernement de Manuel Valls pour que la réponse à la répétition d'actes antisémites ne se limite pas à de vaines condamnations. C'est au gouvernement de faire le nécessaire pour protéger les citoyens français. Ce ne sont pas des juifs français, ce sont des Français juifs. Je pense qu'il y a une grosse différence. Depuis les attentats de Paris en janvier 2015, près d'un quart des 7000 nouveaux immigrants français recensés par l'agence juive se sont installés dans cette ville du littoral israélien. Une tendance qui devrait également se confirmer cette année. Dans le reste de l'actualité, l'incident aura été de courte durée. L'Iran a finalement relâché les marins américains arrêtés hier après s'être égarés dans les eaux territoriales iraniennes. Tout a été fait pour éviter une crise au moment où les relations entre Téhéran et Washington se réchauffent. Décryptage à suivre dans un instant, mais d'abord le rappel des faits.
Les 10 militaires américains sont désormais libres. L'Iran l'affirme, l'entrée des 2 bateaux dans les eaux territoriales du pays n'était pas intentionnelle. Notre conclusion finale est que cette intrusion n'était pas destinée à l'espionnage. Ils ont atteint la région en raison d'un mauvais fonctionnement de leur système de navigation et ils ne savaient pas qu'ils étaient proches du territoire iranien. C'est donc involontaire et non intentionnel. Hier, en fin d'après-midi, l'Iran appréhende 2 navires militaires de la marine des États-Unis. Les 2 bateaux avaient dérivé sur 2 km. Les 10 militaires à bord sont emmenés sur l'île iranienne de Farsi avant d'être questionnés. Les États-Unis réagissent très vite. John Kerry et son homologue iranien s'entretiennent par téléphone et trouvent un accord. Ils vont bien, ils sont en bonne santé, ils ont été autorisés à communiquer la nuit dernière grâce à une interaction diplomatique et militaire avec nos 2 pays. Les États-Unis se sont engagés auprès de l'Iran à ne plus répéter de telles erreurs. Cet incident intervient en plein rapprochement entre les 2 pays, 35 ans après la rupture de leurs relations diplomatiques. Toujours l'alerte maximale en Turquie, 24 heures après l'attentat qui a touché en plein cœur Istanbul. Parmi les 11 victimes, 10 étaient allemandes. Les hommages sur le site de l'attaque se sont succédés tout au long de la journée. Du côté de l'enquête, de nombreuses personnes ont été interpellées. Parmi elles, une femme suspectée d'être liée à l'État islamique. On fait le point sur ces informations. C'est avec Jonathan Serrero. Le jour d'après, place Sultanahmet. Le Premier ministre turc et le ministre de l'Intérieur allemand se rendent sur les lieux du drame et c'est sous haute sécurité qu'ils se recueillent. Hier, c'est ici qu'un kamikaze a tué 10 Allemands. En l'état actuel des investigations, il n'y a aucune indication que l'attentat visait des Allemands. Il ne peut donc n'y avoir aucun lien avec notre contribution à la lutte contre le terrorisme international. Le quartier de Sultanahmet est anormalement calme. Les alentours de la mosquée bleue sont déserts ce mercredi. Sur les lieux du drame, on nettoie les dernières traces de l'attentat qui est encore présent dans tous les esprits. Je suis vraiment choquée. C'est le choc, encore une fois, de constater encore une attaque triste. L'atmosphère est un peu triste. Les gens sont venus ici pour passer de bonnes vacances et il règne maintenant une tristesse un peu partout. Mais non, on n'a pas voulu partir parce qu'on ne veut pas céder aux terroristes. À Antalya, 9 personnes soupçonnées de lien avec l'organisation de l'État islamique ont été arrêtées. Parmi elles, 3 ressortissants russes. Pas de précision sur une éventuelle connexion entre ce coup de filet et l'attentat d'Istanbul. Mais les autorités turques veulent donner un signal fort. La traque des djihadistes continue. Et cette dernière attaque en Turquie en est la preuve. Le tourisme est devenu la cible privilégiée des terroristes car ce type d'attaque porte un coup dur à ce qui représente souvent un pilier de l'économie et elle permet de mettre les gouvernements visés face à leurs failles sécuritaires. Terrorisme, contre-tourisme, une arme efficace entre les mains des djihadistes. Explication, Jonathan Serrero. Les sites touristiques sont devenus des cibles privilégiées pour les terroristes. Il s'agit pour eux du moyen le plus facile de nuire aux intérêts occidentaux. Sur les 10 victimes de l'attentat perpétré dans le quartier très fréquenté de Sultanahmet à Istanbul, 9 étaient allemandes. Le spectre du terrorisme plane aussi sur la France depuis les attentats de janvier et ceux du mois de novembre à Paris. Des terrasses de café très fréquentées un vendredi soir et une salle de concert ont été prises pour cible. Au total, une vingtaine de ressortissants étrangers ont trouvé la mort dans ces attaques du 13 novembre. Pour cette touriste américaine, l'ambiance de la capitale française lui rappelle celle de New York après le 11 septembre 2001. C'est horrible, c'est absolument horrible. C'est comme quand il y a eu des bombes à New York. Je ressens exactement la même chose et je pense que les Français vont s'unir comme les Américains l'avaient fait pour combattre l'État islamique et agir contre eux. Malgré l'inquiétude et l'état d'urgence décrété par François Hollande, les littoraux français n'ont rien perdu, eux, de leur attrait. Près de 64 millions de personnes ont visité les plages bretonnes et de la Méditerranée. Les hôtels dépendants de la clientèle étrangère ont vu leurs réservations en revanche baisser de 11,9%, peu de temps après les attentats de novembre. Autre cible privilégiée de l'État islamique, l'Égypte. Dernière attaque en date, celle d'un hôtel de luxe à Hurghada, ville située sur la rive est du pays. Le crash de l'avion russe au-dessus du Sinaï au mois de novembre dernier et ses 224 victimes ont mis un coup d'arrêt à la reprise entrevue durant l'été.
Le tourisme souffre. Nous sommes sortis des... Le tourisme souffre. Nous sommes sortis des problèmes politiques qui ont touché le tourisme et tout ce qui s'est passé. On était justement rassurés car le tourisme repartait. Maintenant, avec l'avion russe et la décision russe d'hier, c'est revenu comme c'était avant, et même pire. Et même pire. En 2010, l'Égypte avait accueilli 14,7 millions de personnes. En 2014, il n'était plus que 9 millions de personnes à s'être rendues dans le pays des pyramides. D'autres pays de la côte méditerranéenne sont dans le viseur des hommes en noir. La Tunisie est depuis la fin de la Révolution dans la ligne de mire des hommes du Daesh. Des carnages ont été perpétrés au musée du Bardo, sur la plage de Sousse et dernièrement dans un des hôtels de la cité balnéaire du sud du pays. Résultat, des dizaines de victimes, dont parmi elles des vacanciers venus d'Europe et d'ailleurs. Une situation qui pousse les politiques à réagir. Il faut prendre des décisions, sinon il va y avoir des problèmes sociaux dans le pays. Il y aura des problèmes pour les établissements économiques. Le tourisme tunisien est là depuis 60 ans. Si ce secteur s'écroule et qu'il n'est pas soutenu, c'est toute l'économie qui s'écroule. Et pour cause, le poids de l'activité touristique dans l'économie tunisienne est lourd. Il représente 19,3% du PIB, le produit intérieur brut. La terreur djihadiste est mondiale. La Thaïlande en a fait l'amère expérience. Un attentat a ébranlé la capitale Bangkok en plein mois d'août. Bilan 20 morts, parmi elles des ressortissants chinois habitués à passer leurs vacances dans le pays voisin. C'est d'ailleurs grâce à eux que l'activité touristique se maintient à un niveau respectable. 28 millions de visiteurs venus de Chine se sont rendus en Thaïlande lors de cette année 2015. Le 13 novembre dernier, 15 personnes y perdaient la vie sous les balles des terroristes. Le Carillon a rouvert ses portes aujourd'hui. Il est le 3e café touché par les attentats de Paris à rouvrir après la Bonne Bière et le comptoir Voltaire. Olivier Lerner était sur place. La réouverture du Carillon ce soir est une bonne nouvelle, incontestablement pour les habitants de ce micro-quartier très populaire du 10e arrondissement de Paris, aux angles des rues Alibert et Bichat. Le Carillon, c'était, avant les attentats, vraiment le petit bistrot où l'on venait boire un petit coup après le boulot. Alors, le quartier n'a pas encore totalement retrouvé ses couleurs, mais la réouverture du Carillon va donner du baume au cœur à tous les habitants de ce quartier et de Paris en général. Voilà, ce soir, 3 bars-restaurants touchés par les attentats du 13 novembre ont réouvert leurs portes, mais il en reste 3 encore fermées. Et bien sûr, on pense encore aux 15 personnes qui sont mortes ici, mitraillées, assassinées, en terrasse et à l'intérieur du Carillon et du Petit Cambodge. Les habitants du quartier pensent, bien sûr, Olivier Lerner a recueilli leur réaction. Le fait d'être ici, là, me refaire plonger dans les événements, donc j'avoue qu'il y a toujours un peu cette peur, mais elle ne m'empêche pas d'être là aujourd'hui et puis de me promener, d'aller boire des verres. Donc pour moi, ma vie continue, mais avec une pensée pour tout ce qui s'est passé, oui. C'est important de s'y remettre tout de suite pour pas que la peur s'installe, même si elle est là. Ah, mais on a pas mal d'amis qui ont été touchés ce soir-là et je pense que comme tous les Parisiens, c'est des lieux qu'on connaît, qu'on fréquente voilà, on avait des copains dans ces lieux-là. Et dans ce contexte, l'enquête sur les attentats de Paris progresse. 3 planques liées à ces attentats ont été localisées en Belgique. Des logements conspiratifs où les terroristes du 13 novembre auraient pu préparer les attaques. Des empreintes d'Abdelhamid Abaoud ont été retrouvées dans un logement de Charleroi. 3 logements qui ont été loués sous de fausses identités, et ce, dès le mois de septembre. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Marc Meddepen-Ingen, journaliste chargé des affaires judiciaires au journal Le Soir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, qu'est-ce que cette découverte apporte de plus à l'enquête ? Écoutez, ça donne une idée supplémentaire, complémentaire de la dimension du réseau, de la préparation des attentats qui ont été commis à Paris, à savoir l'existence de ces appartements conspiratifs. Il y en a de 3 et probablement qu'il n'y en aura pas plus. Ces appartements conspiratifs ont notamment accueilli les 2 personnes récupérées en Hongrie, à Budapest, par Salah Abdeslam, toujours en fuite, et qui auraient été les superviseurs des attentats de Paris, à savoir ceux qui assuraient le financement, mais également la réception de tous ces SMS envoyés par les terroristes peu avant ou peu après la commission des attentats. Alors, comment la police est-elle remontée jusqu'à ces logements conspiratifs ?
Il y a eu un énorme travail en matière de téléphonie. La téléphonie est un des auxiliaires principaux de la police moderne, c'est en France comme en Belgique, comme partout bien évidemment. Il y a également cette faute, si l'on peut dire, commise par les terroristes, de recourir à des véhicules de location généralement pourvus d'instruments de géolocalisation qui permettent de retracer aussi fidèlement que possible leur parcours. Et dans cette enquête, évidemment, on imagine que là, les services de renseignement belges et français coopèrent. Ils ont péché par un manque de coopération. Cette coopération est permanente, elle a démarré, elle existait déjà depuis bien longtemps, elle s'est encore amplifiée lors du démantèlement de la cellule de Verveillé il y a un an, demain un an précisément, cellule dont toute l'importance doit encore être mesurée à l'aune de ce qui s'est passé à Paris. On se rappelle qu'à Verviers, 2 terroristes avaient été abattus, ils étaient quelque part les précurseurs de ce qu'allaient être les attentats de Paris, à savoir la constitution d'une cellule de base conspirative dans un appartement disposant de produits précurseurs à la fabrication d'explosifs, le fameux TATP utilisé lors des attentats. Et cette cellule était en recherche, d'après les écoutes dont on a pu avoir connaissance, d'une dizaine de personnes avant d'être complètement constituée. C'est-à-dire qu'une fois que l'ensemble de ces individus allaient venir, que ce soit de Syrie, de l'étranger, de Belgique ou de France, elle était susceptible de passer à l'attaque. La théorie veut que cette cellule de Verviers était quelque part la première répétition avant la commission des attentats de Paris. Les appartements conspiratifs, le modus operandi retenu par les auteurs est similaire à ce qu'on a pu constater à Verviers il y a un an jour pour jour. Merci beaucoup Marc, maître de Penningen, pour toutes ces précisions. On revient à présent sur cette frappe de l'armée israélienne à Gaza. C'était tôt ce matin, un commando terroriste a été visé en temps réel. Il tentait de poser une bombe sur la barrière de sécurité. Explication, Maxime Pérez. Une attaque préventive à Gaza, la première depuis l'opération Bordure Protectrice à l'été 2014. Peu avant 9 h du matin, un appareil de l'aviation israélienne prend pour cible un commando palestinien au nord de l'enclave. Selon l'armée, les terroristes sont arrivés de Beth Laïa. Ils étaient sur le point de déposer une ou plusieurs charges explosives le long de la clôture de sécurité. 3 hommes sont grièvement touchés par l'impact du missile. Un 4e succombe à ses blessures. Ils appartiennent au djihad islamique, à en croire la réaction de l'organisation qui a immédiatement promis une riposte à Israël. État d'alerte renforcé dans les kibboutz frontaliers de Gaza, où les agriculteurs ont reçu l'instruction de s'éloigner de leurs champs avant de finalement pouvoir reprendre leur travail. L'armée israélienne s'attend à des tirs de roquettes en provenance du territoire palestinien. Ce matin, la branche armée du Hamas a lancé 2 projectiles en direction de la mer, des tirs d'entraînement pour le moment. J'accueille à présent Raphaël Jérusalemi, ancien officier des renseignements militaires israéliens. Bonsoir. Bonsoir. Les autorités israéliennes sont sur le qui-vive à la frontière avec Gaza? Oui, parce que nous attendions un danger du nord en ce qui concerne la menace djihadiste de ISIS, de Daesh. Or, il se trouve que le Sinaï devient un nouveau point dangereux pour Israël à travers Gaza, de Daesh, des salafistes. L'attentat qui aurait pu être perpétré contre les soldats de Tsahal avec des explosifs, son origine n'est pas du Hamas, mais bien des mouvements salafistes. Le Hamas, lui, prétend qu'il va venger la mort du terroriste qui a été éliminé par Tsahal aujourd'hui, mais parce que, en fait, le Gaza a besoin des salafistes. Ces salafistes opèrent dans le Sinaï, il y en a quelques-uns à Gaza, mais ils opèrent surtout dans le Sinaï. Et pourquoi sont-ils utiles au Hamas? Bien qu'il y ait un conflit d'intérêts, c'est parce qu'ils font de la contrebande et qu'ils amènent de Libye des armes et surtout du carburant de propulsion pour les missiles du Hamas. Et donc le Hamas compte paradoxalement sur ISIS pour son approvisionnement en armes, bien qu'il ne soit pas à l'origine de l'attentat tenté contre Tsahal aujourd'hui.
Vous l'avez dit, c'est tout le paradoxe, ces salafistes dont le Hamas peut se servir, mais finalement, ça peut être dangereux pour l'organisation terroriste qui peut perdre du terrain à Gaza. On le sait, elle est concurrencée par de nombreux groupuscules. Oui, d'autant plus que le Hamas, sa stratégie, c'est de calmer le jeu sur Gaza, d'obtenir un cessez-le-feu à long terme avec les Israéliens, tout en chauffant la Cisjordanie, Jérusalem-Est et éventuellement même les Arabes israéliens pour faire des attentats contre Israël, mais pas de Gaza. Alors le prochain round d'affrontement entre Israël et le Hamas, c'est qu'une question de temps. Le compte à rebours a commencé, à mon avis, malheureusement. C'est une question de quelques mois à un an. S'il n'y a pas de changement au niveau politique, stratégique entre Israël et la bande de Gaza, on repart pour un tour. Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi pour ce décryptage. Je vous retrouve dans quelques instants sur notre antenne. Ce sera la suite du journal. Restez avec nous.